Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi, le tout dernier numéro de la semaine. Votre rendez-vous de décryptage, d'analyse, mais aussi des commentaires des différents faits d'actualité. L'information, c'est la loi Tchani qui refait surface au niveau de l'Assemblée nationale. On l'a alignée, on va la soumettre donc au débat pour la session de septembre qui a été lancée depuis le 15 septembre dernier. Quelle est l'opportunité de débattre de cette proposition de loi? On va en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est également des bruits autour de la candidature ou non de Martin Fayoulou Madidi, président de l'ECID, qui avait levé l'option de se retirer du processus électoral, estimant que ces revendications n'étaient pas prises en compte, mais depuis un moment, ça circule et ça se raconte dans différents salons politiques que Martin Fayoulou serait tenté de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, un sujet qui serait même à la base de la division de l'ECID selon certaines indiscrétions. Qu'en est-il de ces sujets? On en parle avec un proche de Martin Fayoulou sur ces plateaux. On va toujours s'attarder un peu plus sur Martin Fayoulou qui a effectué le déplacement. C'est même vendredi à la prison centrale de Makala où il a visité tour à tour les opposants Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï, mais aussi le journaliste Stanis Boujakera qui a été arrêté en rapport avec le dossier Chérubin Okende. On ne va pas oublier Salomon Escadé qui y est encore interné dans un hôpital militarisé. Ses médecins travaillent sous pression. Nous font savoir ses avocats, notamment Maître Hervé Diakessé. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ces plateaux Jonathan Mbele, président du parti politique Pour l'amour du Congo, analyste politique également, avec qui nous allons devoir discuter sur les différents sujets annoncés au cours de cette émission. Bienvenue, cher Jonathan. Bien, merci, cher Hervé, de l'invitation. Merci aussi de l'honneur et ces privilèges que vous témoignez à notre modeste personne, de par vos appels pour venir sur votre plateau de Perfect Actu au travers de la chaîne Perfect TV, analyser, opiner et éventuellement donner notre point de vue sur différentes thématiques d'actualité. Je profite également pour saluer tous nos compatriotes congolais qui nous suivent ou qui vont nous suivre au travers de rediffusions, et particulièrement ceux qui se retrouvent dans de maisons carcérales, la prison militaire de Ndolo, prison de Selembao, Wangenga, Businga, comment on appelle ça, Kassapa, et aussi tous ceux qui nous suivent par des formations hospitalières, parce que j'ai appris que beaucoup de Congolais nous suivent aussi par des même malades dans différentes formations hospitalières. Nous sommes de cœur avec vous, nous vous soutenons dans la prière et éventuellement dans les combats. Et là, je profite pour dénoncer l'attitude de responsable de la prison centrale de Makala. Le président Martin s'est vu être stationné pendant plus de 2 heures, où un refus catégorique a été manifesté pour l'interdire d'aller rendre visite à ses compatriotes congolais. N'eût été la ténacité et surtout la détermination du président Martin, qui a bien évidemment, après plus de 2 heures, pu avoir l'autorisation pour entrer visiter l'honorable Mike Mukeba Ikosso, qui est actuellement le prisonnier personnel de M. Antoine, l'honorable Jean-Marc Kabound, également le prisonnier personnel de citoyen Tshisekedi, et également le journaliste Stanislas Boujakera, qui est encore un prisonnier personnel de M. Tshisekedi, et ainsi que le né Milingano Barnabé. Donc nous pensons que l'État, ou encore dans les États qui se veulent être sérieux et organisés, les droits à la liberté d'une personne, c'est ce que l'État retient. Donc, il vous interdit de vous mouvoir, mais l'État vous donne la possibilité d'entrer en contact avec vos proches par des visites. Et c'est là de manière beaucoup plus programmée. Et c'est connu, et ce n'est pas un secret pour quiconque. Les vendredis, c'est également un jour de visite où les personnes extérieures viennent rendre des visites aux siens ou à leurs proches qui sont détenus. C'est de bonne loi, considérant l'unicité du combat qui nous oblige à être ensemble. Les compatriotes honorable Mukeba, honorable Jean-Marc Kabound, Stanislas Boujakera, Milingano Barnabé méritent également de bénéficier de la visite du président élu de la nation congolaise. Est-ce que ce n'est pas Fayoulou qui n'a pas respecté les heures de visite telles qu'indiquées par la prison? Et déjà, il faut dire que s'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus respectueux, c'est le président Martin.
24 heures avant, on a annoncé qu'on allait aller là-bas. Les services du président Martin avaient déjà pris langue avec les services pénitentiaires pour dire que nous allons venir. Vous savez que lorsqu'un président de la République se déplace, lorsqu'un président qui 80 millions de Congolais ont voté se déplace, la masse s'est mobilisée. Même à la prison. Vous continuez toujours avec ces débats des présidents élus, président légitime, président légal. Mais vous allez nous dénier le droit de parler de la République. Non, vous allez nous dénier celui qui a l'impérium venu à trancher déjà sur cette affaire depuis New York. Vous savez, lorsque vous il n'y a jamais eu arrangement. On n'avait d'ailleurs aucune preuve quant à ça. Lorsque vous remarquez que la personne se livre à des justifications, de gesticulations comme le disent les Français, ça veut dire qu'en réalité, il a quelque chose à se reprocher. Aujourd'hui, je mettrai Jacques Chabani devant, Peter Kazadi devant, ils ne seront pas en mesure de nous présenter ne serait-ce que 4 PV qui confirmeraient la victoire de M. Tshisekedi. Le président a demandé à Némi Milani, à Raymond Chibanda de brandir aussi des preuves qui attestent qu'il y aurait eu un arrangement entre lui et son nous de la coalition Lamuka, nous qui sommes sûrs et certains de notre victoire, nous avons amené les PV à la Cour constitutionnelle, à l'époque qui a boycotté l'examen minutieux de nos PV. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous qui pensons avoir gagné les élections, nous avons de quoi prouver notre victoire. Mais M. Tshisekedi ne peut pas nous prouver qu'il a gagné. Et s'il n'est pas en mesure de nous prouver qu'il a gagné, en réalité, ce n'est pas un vainqueur. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est livré à Est-ce qu'il revient, Félix Tshisekedi, de prouver qu'il avait réellement gagné alors qu'il y a des instances habilitées à nous dire le vrai vainqueur des élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle. Si les deux institutions n'ont pas été en mesure de nous dire les véritables vainqueurs des élections, alors pourquoi voulez-vous vous acharner sur le président de la République qui n'a été qu'un simple bénéficiaire de la décision prise d'abord par la CENI et puis entérinée par la Cour constitutionnelle? Je vais vous dire un secret, je l'ai lu dans un ouvrage dont le titre m'échappe. En réalité, M. Tshisekedi ne peut même pas prétendre qu'il a gagné les élections. Mais pourquoi? J'arrive. De deux, affirmer que la CENI proclame le vainqueur, c'est pratiquement faux. Parce que la CENI constate un choix précédemment opéré. Et ce choix-là est opéré par le peuple. Premier élément. Et lorsque le peuple opère son choix, il se donne le droit de détenir de quoi le prouver. Voilà pourquoi nous conditionnons la CENI de nous délivrer de procès-verbaux. Et nous qui avons été challengeurs, comme M. Tshisekedi, nous avons pris soin de mettre ces personnes qu'on appelle observateurs et témoins. Et nos témoins nous ont rapporté les résultats des dépouillages de bureaux de vote. Et la CENI, qui devait en réalité constater le choix du peuple, ne l'a pas fait. Il a constaté le choix d'un deal. C'est ce que lui a proclamé. Mais lorsqu'on vient devant la Cour constitutionnelle, qui est en réalité les juges de la confirmation ou de l'infirmation, devait donner les droits à la parole à toutes les parties protagonistes pour que ces parties-là prouvent réellement qui a gagné et qui n'a pas gagné. Nous sommes de ceux qui, parmi les rares candidats à président de la République, qui avons apporté ces PV-là. Mais nous nous questionnons un peu comme le monde. Pourquoi la Cour constitutionnelle, à l'époque, n'a pas voulu réexaminer nos PV? C'est fait ça la réalité. Et aujourd'hui, entendre le citoyen Tshisekedi exiger la preuve, ça veut dire en réalité que lui-même ne s'est déjà pas prouvé qu'il a été élu. Voilà pourquoi nous le disons depuis plusieurs années maintenant. Et Macron nous l'a confirmé lorsqu'il a parlé de la compromis à l'africaine. M. Nanga nous a confirmé. Plus grave encore, un ancien conseiller spécial, Jean Bouillou, nous a encore confirmé. Donc nous pensons qu'en réalité, M. Tshisekedi cherche à se justifier. Il cherche à défendre ce qu'il ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons bien fermer les yeux. Nous donnerons des années, des jours et des jours, des minutes et des minutes. Personne dans l'IDPS vous présentera des PV qui consacrent effectivement la victoire de M. Tshisekedi. Très bien. Puisque vous évoquez les cas Félix Tshisekedi, je reviens encore sur l'une de ces déclarations. Ailleurs, la justice aide les États à se construire, mais ici, en République démocratique du Congo, notre justice contribue à la destruction de notre pays. Vous avez à ce jour des gens qui sont, pour certains, condamnés, notamment Jean-Marc Aboun, et d'autres qui croupissent encore en prison pour des raisons qui sont, on va dire, farfelues, notamment Mike Moukebaï, qui est Kala, alors que sa requête qui a été introduite au niveau de la Cour constitutionnelle n'a jamais trouvé de réponse. Vous avez Barnabé Milingani qui doit encore
consommé toute sa peine. Vous avez Boujakera Tchamala qui est aussi arrêté dans un contexte aussi flou. Vous avez Salomon Escadela qui a été même privé de se faire soigner. Mais dans ces contextes, est-ce qu'on doit aujourd'hui conclure que votre combat dans l'opposition, notamment avec Félix Tshisekedi et tous ces vieux de l'opposition, était un mauvais combat? Je l'ai dit récemment, les citoyens entendent en réalité c'est un méchant. Pourquoi? Parce que lorsque nous prétendons en son temps mener un même combat avec lui, en réalité il était là pour ses fins propres. Comment ça? Aujourd'hui, il est en même de nous dire... président du Rassemblement après la mort du Sphinx. Ah, mais je vous dis que tous ceux qui l'ont désigné la regrettent. Tous à l'unanimité regrettent. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous devons bien nuancer les choses. Ailleurs, la justice aide les États à se construire parce qu'ils ont des politiques publiques efficaces et adaptées qui passent par des réformes. Mais aujourd'hui, au Congo, aucune réforme opérée dans les secteurs de la justice. Je vous donne le cas le plus fréquent d'ailleurs. Il venait d'y avoir une mise en place de magistrats et de promotion en grade. Il semblerait, je suis en train d'investiguer là-dessus, que l'on aurait promis au grade de procureur de la République plus de 92 magistrats. Et que seuls 70 et quelques sont affectés pour des parquets. Une vingtaine sont là, promis mais ils n'auront pas d'office. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc déjà en réalité, lorsqu'on arrive à promouvoir, on ne tient pas compte de ce que l'effectif propose. C'est encore un problème. Le parquet aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous avons de parquets viables? C'est déjà ça la réalité. Où toutes les conditions de travail aisées sont réunies. Les amigos, dans quel état elles sont? Les bureaux de nos auxiliaires de la justice, dans quel état on la trouve? Ça s'appelle de réforme structurelle. Parce que lorsque la personne est déjà dans une atmosphère aisée, il est moralement calme. Et lorsqu'il rentre chez lui, il trouve la paix, qui du reste est facteur de plusieurs éléments, notamment lorsqu'il est mieux payé, lorsque les soins de santé sont garantis. Vous allez avoir une justice beaucoup plus propre. Et même encore, une justice qui est censée trancher au nom des Congolais. Je vous donne un cas simple. Il arrive au pouvoir. Une semaine après, il se retrouve à l'église, sur l'avenue de la Science. Il trouve une dame qu'on a déguerpie sous pied d'une décision de justice. Les citoyens entendent comme ça. Il dit, je veux que cette dame regagne sa parcelle. Comme ça, une décision de justice, rendue au nom de tous les Congolais, exécutée au nom de la première institution du pays, mais on veut la faire tomber par deux mots. Vous comprenez que déjà il y a un souci. Et lorsqu'on analyse dans le fond, les organes de la justice sont préparés à torpiller les droits. Je vous prends le cas Moukiba Inkosso. Les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d'appel, dossier renvoyé depuis le 1er juin devant la Cour constitutionnelle. La constitution de mon pays est claire, et même la loi qui organise le fonctionnement de la Cour, que les requêtes ou même les exceptions sont traitées dans un délai de mois. Plus de 3 mois passés. 4 mois presque. 4 mois presque. Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui pourquoi Moukiba n'a pas les résultats de son arrêt ou encore de ses exceptions. Pire encore, ceux qui viennent après lui ont de réponse. Les cas Godefroid Pouy contre APK. L'arrêt est là, mais déposé plus de 3 semaines après que Moukiba. Et on a traité l'affaire avec célérité. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de protéger un de leurs... Mettez votre téléphone sur mon vibreur. Je m'excuse. Pourquoi? Parce qu'il fallait essentiellement défendre quelqu'un. Et moi, je pense que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a tué les droits parce qu'on veut plaire à quelqu'un. Je vous prends un autre cas beaucoup plus simple. C'est le cas de Salomon Escadela. Ses compatriotes est très malade. Et j'ai même vu les vidéos. Beaucoup l'ont suivi également avec moi. Le voir simplement comme ça, on peut comprendre que ce monsieur est effectivement malade. Mais pourquoi on ne l'autoriserait pas à aller prendre des soins appropriés? Parce que dans des états sérieux, on applique ce qu'on appelle l'égalité de traitement. Et l'égalité de traitement, ce n'est pas pour les pro-pouvoirs et les contre-pouvoirs. Parce que le pro-pouvoir, tous à l'unanimité, bénéficient de ce droit de se faire soigner calmement. Je vous prends les cas de Fortuna Bisselele. D'abord, Vital Kamerhe qui a passé pratiquement tout son séjour au niveau de ce qu'on appelle Centre Nganda. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a un souci. Le souci, c'est que certains sont privilégiés et d'autres non.
moi, je n'aimerais pas perdre mon fils, je continue. Fortuna Bisselele, bénéficiaire de droit de se faire soigner. Et puis après, c'est l'acquittement. François Béat, qui après monte sur un jet privé médicalisé, il part. Pourquoi pas le faire avec Salomon Kadela? Parce qu'en réalité, c'est un homme qui est proche d'un opposant politique qu'il faut à tout prix museler. Et même encore, on est prêt à boutiquer des dossiers ou même attendre des guet-apens. J'ai appris par le canal de son avocat que M. Banza, Dani Banza, serait parmi ceux qui ont monté ces cabales-là avec un agent de service pour tendre un guet-apens et finalement avoir le conseil spécial sur le Moscadela. Là encore, c'est grave. Pourquoi? Parce que l'on veut tout faire pour que quelqu'un ne parle plus, pour que quelqu'un n'ait plus le droit à la parole. Mais moi, je me questionne. Si aujourd'hui, Salomé Skadela n'est plus ou ne possède plus la vie avec elle, qu'est-ce que nous aurons à savoir sur les vrais de ce qu'est son procès? Parce que d'aucuns pensent que c'est un procès de la honte. Mais moi, je l'appelle procès de la haine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS, l'Union Sacrée, éprouve beaucoup de haine envers ceux qui ne professent pas les religions, qui est leur mauvaise gouvernance. Donc aujourd'hui, si les citoyens doivent avoir le kilo de parler de la justice, ils devraient en réalité commencer par nous dire qu'est-ce qu'il a déjà fait comme réforme dans le secteur de la justice. Et là, il aura le droit de parler de la justice. Puis encore, la casquette du magistrat suprême, c'est en fait un levier que l'on donne à quelqu'un pour lancer l'ego. Mais on n'est même pas en mesure d'utiliser ce levier-là comme commandant suprême. Mais on pense plutôt l'utiliser pour s'enquérir de certaines situations. Et moi, je pense encore que le droit et même la justice souffrent et a beaucoup souffert pendant les 4 ans de gouvernance de l'UDPS. Voilà pourquoi il faudrait qu'ils partent. J'ai l'impression comme si toutes les pratiques combattues du temps de Joseph Kabila ont refait surface et avec force. Sous Kabila, on a tous décrié ici le fait pour la Kabylie de s'approprier les services de l'État. On a vu des gens se servir de l'ANR, de la DEMIAP pour traquer ou régler des comptes à leurs opposants. Comment expliquez-vous à ces jours? Nous avons à la tête du pays quelqu'un qui a combattu en faveur de l'instauration de la démocratie. Mais une fois au pouvoir, ce sont ses proches qui commencent à se servir de nos services pour traquer ou régler des comptes à ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Est-ce que la population qui a toujours soutenu votre combat doit continuer à vous apporter ou à vous accorder sa confiance? Vous avez été hier avec cette même population dans la rue, vous avez promis monts et merveilles, vous arrivez au pouvoir, vous faites autre chose. Est-ce que la population doit-elle continuer à vous accompagner? Vous savez, on a eu tort d'accepter tout le monde dans ces combats politiques. Je l'ai toujours dit, pour l'ensemble de l'UDPS, présent et passé, seule la personne qui pouvait effectivement faire ce qu'il pense, c'est le fait Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est un homme qui non seulement avait le vouloir, mais il avait le faire. J'ai eu l'habitude de donner cet exemple. J'étais petit, je crois, c'est à la deuxième ou troisième fois, j'avais 7 ans, je crois. La deuxième fois qu'on lui nomma Premier ministre. Mon père m'amène au palais du peuple. Et là, je vois des gens amener de biens, des véhicules stationnés. Puis il y avait un monsieur qui était là sur une chaise, qui mentionnait, qui prenait des contacts. Je pose la question à mon père. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, non, la bonne gouvernance est arrivée. Pourquoi? Parce que ce sont des faits que Etienne Tshisekedi a combattu. Aussitôt arrivé, les actes ont suivi. Mais ceux qui sont au pouvoir j'arrive, sont ses fils biologiques, j'arrive, et idéologiques. J'arrive. Je peux le professer. Et pour tous ceux qui veulent l'entendre, dans la gestion actuelle, nous ne retrouvons ni fils idéologique, ni fils politique du fait Etienne Tshisekedi Mulumba. Comment ça? Tous. Ce sont des gens qui ont été racolés à lui pour bénéficier de son aura. Tous à l'unanimité. Pourquoi? Etienne Tshisekedi en vie ne permettrait pas que l'on loge les M23 à Kinshasa et qu'il soit bénéficiaire de fonds. Jamais Tshisekedi l'accepterait. Etienne Tshisekedi en vie
Il n'accepterait pas que l'on reste plus de 2 ans sans récupérer notre Bunagana. Et Etienne Tshisekedi en vie n'accepterait pas qu'aujourd'hui, nous ayons des recours aux examens d'État. Et Etienne Tshisekedi en vie, on va en parler à la fin de l'émission, n'accepterait pas qu'aujourd'hui, nous puissions parler d'une classe qui seule s'est accaparée les droits à la jouissance et d'autres à la misère. Ça, c'est pas Tshisekedi. Ça, c'est pas la vision de Tshisekedi. Les rares de ceux qui l'ont côtoyé, que nous avons suivi, que nous avons même écouté, que nous avons consulté. Je cite Papa Moleka, je cite le vieux Moubaké, l'autre là, j'oublie son nom. Il n'aime pas trop qu'on parle de lui aussi, il a été député. Ce sont des gens qui peuvent vous traduire en réalité la vision de Tshisekedi. Perd son âme. C'est vraiment une perte de le manquer dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui pouvait vraisemblablement traduire la vision socio-démocrate dans la gestion. Mais aujourd'hui, nous avons la vision bourgeoise et jouissante dans la gestion. Qui s'occupe du peuple? Qui se soucie de l'intérêt général? Personne. Ils veulent bien voyager, ils veulent bien se taper de maisons, ils veulent bien acheter des véhicules. Et pendant ce temps-là, le peuple souffre. Pendant ce temps-là, le peuple est dans la misère. La justice, qui est le levier motrice de l'élan du développement d'une nation, on en fait quoi? Parce qu'effectivement, la Bible elle dit, la justice élève une nation, tout part de là. Mais si déjà on est capable, dans 4 ans, d'engager des réformes dans la justice, vous pensez vraiment qu'on veut voir cette nation-là de se développer? Pourtant, l'instauration d'une justice équitable était même le cheval de votre bataille. Mais c'est là même le souci. Parce que nous avons donné vie. Nous avons donné énergie. Certains m'ont donné de leur jeunesse pour que ces combats prennent corps. Lorsque les 13 parlementaires en son temps décidé de se réunir, c'est parce qu'ils voulaient voir les choses aller de l'avant. Ils voulaient voir la justice être instaurée. Ils voulaient voir la démocratie vivre. Mais aujourd'hui, ne partagent pas l'opinion contraire à ce que ceux de la gouvernance actuelle veulent entendre. La conséquence, c'est la prison. La presse aujourd'hui est vue l'ennemi du pouvoir actuel. Pourquoi? Parce que le pouvoir actuel ne veut pas la contradiction. L'opposition aujourd'hui est devenue l'ennemi juré du pouvoir actuel. Parce qu'effectivement, ils ne partagent pas la même opinion. Et lorsqu'on goûte à ces crèmes du pouvoir, qu'est-ce qu'il faille faire? Il faille museler tout le monde. Donc l'essentiel du combat, qui du reste a simplement été racolé par certaines personnes, on ne va jamais la vivre. Jamais. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'en veulent pas. Ces gens-là ne le souhaitent pas. Très bien. Alors, s'agissant du dossier Salomon Escadé, l'affaire va reprendre le lundi 25 septembre. Mais, déjà, avoir le déroulement de ces procès, avoir le tâtonnement du ministère public, est-ce qu'on doit conclure à ce jour que ce dossier est vide et il s'agit simplement, et au regard même des révélations de la défense de Salomon Escadé, doit-on conclure à ce jour qu'il s'agit d'un dossier vide, mais à caractère politique? Je vais le dire ici. Le procès Salomon, c'est un procès de la haine. Les gens qui aiment Salomon veulent le voir être là. Ce procès contient de ficellements qui traduit l'impréparation et la va-vite. Vous allez vous rappeler, nous avons vu pour une première fois, depuis ma naissance, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans, mais pour une première fois, je vois moi les renseignements, et pas n'importe laquelle, le renseignement militaire, tenir une conférence de presse. Pour une première fois. Pour une première fois également, je vois les numéros 1 presque de la poursuite tenir des conférences de presse pour les cas au Kende. Et je rentre dans le dossier Salomon. Tout ce qui a été dit lors de ces conférences de presse, qui peut les défendre aujourd'hui? Qui? On n'en parle même plus d'ailleurs. Qui peut les défendre aujourd'hui? Et pourtant, on a fait parler la plus grande demi-ouette. Et les dossiers qui arrivent, c'est du report en report. Et pour la plupart des cas demandés par la partie poursuivante. Là encore, c'est un souci. C'est un peu comme pour dire, j'ai besoin de temps pour mieux m'enquérir du dossier
et mieux préparer mon argumentaire. C'est-à-dire on a arrêté sans toutefois réunir les éléments de preuve. C'est là le grand souci. Parce que simplement, il fallait donner réponse à ce qui est Salomon, en les mettant derrière le barreau. Voilà pourquoi on devait les prendre à la va-vite. Mais on donne quelle image aujourd'hui de notre justice au niveau international? Le président a pris part à la 78e session de l'ONU, il a pris la parole, il a présenté la RDC, il a parlé, il a vanté le pays, mais à ce jour, nos partenaires internationaux nous regardent comment? Quand ils regardent ce qui se passe ici. Vous savez, la justice de mon pays a très mal vendu l'image de la RDC en dehors du pays. La justice de la RDC fait la honte. La justice de la RDC déçoit. La justice de la RDC jette de l'opprobre sur les combats de Patrice Emery Lumumba, sur les combats de Laurent Désiré Kabila, sur les combats de Mobutu, sur les combats de tous nos héros. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la volonté de l'appareil judiciaire aujourd'hui, c'est une volonté politiquement orientée. Comment expliquer que pour presque le même fait, deux bénéficient de droit à aller se faire soigner, et même pour certains en dehors du pays, mais les troisièmes, on les laisse mourir ici. Et plus grave encore, on l'autorise à se faire soigner, mais de manière fortement militarisée. Et les médecins sont stressés. Ils travaillent sous pression. Donc on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas nous arrêter, nous? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas nous interdire de lui faire une injection? C'est déjà là l'inquiétude même. Parce que la constitution de notre pays les dit que la vie humaine est sacrée. Et que l'État a le droit de la défendre, de la préserver. Et qui est l'État qui défend et qui préserve? Pour les cas de personnes poursuivies, c'est les juges. Et même les magistrats qui doivent dire non, ce monsieur est malade. Prière de le permettre de se faire soigner. Mais si ces gens-là ne l'autorisent pas, c'est qu'en réalité, ces gens-là veulent tordre le droit. Voilà pourquoi j'ai dit la justice déçoit. La justice trahit. Parce que les faits peuvent au fil du temps s'avérer fausses. Et je suis convaincu que Salomon va être acquitté. Et si son acquittement arrive alors qu'il n'est plus en vie, nous allons dire quoi? J'ai aimé le dire d'un de proches le monsieur ici, Bisselele, qui disait en son temps, si on ne se fait pas soigner et que l'on arrive à décéder, est-ce que vous allez connaître les faits ou encore vous allez avoir de quoi vous prononcer? On octroie la liberté, quelques jours après on la quitte. Donc on n'a pas eu tort de préserver la vie parce que la finalité c'est l'acquittement. Un peu comme pour Salomon, on n'aura pas eu tort si on le permet de se faire soigner en toute sérénité et qu'après on l'a quitté. Donc aujourd'hui, il est un défi majeur à relever et je crois que ce sera d'ailleurs notre premier champ de bataille lorsque nous allons effectivement être réélus par notre peuple au mois de décembre. Très bien. Nous allons commencer par la justice pour essayer de remettre de l'ordre. On va évoluer, mais j'aime souvent cette phrase qui est mentionnée pratiquement dans toutes nos juridictions. Nous jugeons nos semblables. Mais Ouais. comment vous vous sentez lorsque vous avez devant vous un accusé affaibli par la maladie, accompagné d'un médecin ou d'un infirmier? Comment vous vous sentez? Je vais emprunter ces mots pour vous dire ça à deux personnes. La première, c'est M. Dani Banza. C'est lui qui est jugé aujourd'hui. M. Salomon est votre semblable. Il est humain comme vous. Il a le sang qui coule comme vous. Il marche sur la terre des hommes comme vous. Donc aujourd'hui, on peut les mettre de côté. Qui sait, je ne le souhaite pas. Mais demain, ça peut être votre tour. Ah oui, Demain, ça peut être votre tour. c'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà. L'histoire Donc, ne nous enseigne évitons- pas. Voilà. Si seulement si les faits tels qu'il est développé par son avocat est vrai, évitez de vous impliquer dans des histoires telles que des coups, des montages. C'est pas intéressant. C'est pas moi, hein. C'est M. Diakese qui l'a dit. Ensuite, je le dirai aux juges qui connaissent du dossier. Mona Dela. C'est ça le nom, non? Salomon Kalonda Dela. Kalonda Dela.
Monsieur le juge, avec beaucoup de respect et de considération, parce que je suis de ceux qui pensent que vous abattez un grand travail. Mais ce monsieur-là est en train de partir. Il suffit de lire son visage, il suffit de l'étudier, de le voir. Vous allez comprendre que le monsieur est en train de partir. Ça ne vous honorera pas d'avoir été dans un dossier où en cours d'instance, un monsieur est tombé et a perdu la vie. Mais ça va vous honorer. Vous êtes dans un dossier où un monsieur qui était malade, vous l'avez permis de se faire soigner, et puis après il est venu, il vous a donné la vraie version, et vous avez rendu justice. De manière indépendante surtout. Voilà, donc je suis peut-être très sûr que vous allez prononcer l'acquittement en son temps. Mais la réalité est celle-là. Monsieur le juge, vous jugez également vos semblables. Je me rappelle lorsque Mouzé est venu, on a eu la cour militaire. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Et à ce moment-là, beaucoup des officiers ont été jugés. Beaucoup. Ceux qui suivent l'histoire peuvent se rappeler. Les hommes forts du passé se sont retrouvés derrière le barreau. Et beaucoup de gens ont appris des leçons à travers ces feuilletons-là. Et je pense que beaucoup doivent retenir aussi des leçons maintenant. Très bien. Évitons de faire le mal aux autres. La route tourne. Parce qu'il y a Zokindeni à décembre. Et après. Et après. Parce que la vérité, c'est celle-là. Il vous a dit qu'il a encore de l'énergie pour briguer un deuxième mandat. Lui-même vous a dit qu'être président pour 2 ans, physiquement, c'est difficile. Dans son parti, il y a un député qui propose même la suppression et la limitation des mandats pour permettre au président, selon lui, c'est aussi un professeur d'université, vous, intellectuel congolais, vous nous amenez des histoires qui nous poussent par moments à douter un peu de vos différents titres. Il estime que le président doit travailler sans pression et pour y parvenir, il faut supprimer la limitation des mandats. Un autre juge de mauvais goût, un indécis, quelqu'un qui propose sans réfléchir. On parle là de la Constitution, pour lesquelles il faudrait que des dispositions soient touchées. Est-ce qu'il peut vous dire les études qu'il a eu à mener qui le poussent à proposer l'illimitation de mandat? Ça s'appelle de l'intelligence, ça s'appelle de la réflexion. Ah, il est professeur d'université. Je n'entre pas dans ces débats-là. Je n'entre pas dans ces débats-là. Je parle de l'hypothèse où on parle de l'illimitation de mandat présidentiel, qui est une disposition dans la Constitution, et qui limite d'ailleurs, vous souhaitez que ce soit illimité. Mais lorsqu'on veut réviser une Constitution, lorsqu'on veut proposer la révision d'une Constitution, on passe par l'analyse du contexte et des enjeux de cette Constitution. Est-ce que ce monsieur-là connaît l'enjeu de notre Constitution actuelle? D'ailleurs, il faut toujours le rappeler. L'UDPS a envoyé les gens nus dans la rue pour boycotter cette Constitution que nous avons votée. L'UDPS n'a pas voté cette Constitution. Moi, je comprends pourquoi ils ont difficile à l'appliquer, ils ont difficile à respecter les dispositions de cette Constitution. Parce qu'effectivement, ils n'en connaissent pas. Mais la réalité, c'est que les Congos aujourd'hui souffrent parce que nous avons des gens de leur rang, des gens qui sont prêts à demander une royauté pour qu'ils se retrouvent au pouvoir. Mais c'est des professeurs. Je n'aimerais pas entrer dans ces débats de titres, Hervé. C'est des professeurs. Personne n'amènera une thèse de doctorat sur la tombe. Nous allons les laisser ici. L'un nous a dit qu'il fallait donner un mandat de 9 ans au président et un autre qui sort d'où pour nous dire qu'il faut supprimer carrément la limitation des mandats. Après avoir passé une année dans la cité de l'Union africaine, comme accompagnateur du citoyen Antoine lorsqu'il exerçait la présidence de l'Union africaine, vous pensez que M. Ndaïwel allait vous proposer autre chose? Vous pensez vraiment qu'il allait vous proposer autre chose? Le Ndaïwel du CLC, ce n'est pas celui qu'on retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Une personne totalement nouvelle qui est née. Ce n'est pas Ndaïwel que nous avons connu au CLC. Qui s'est battu contre l'état de droit. Non, mais le contexte qui s'est battu contre la sécurité. Le contexte a changé. Est-ce qu'il y a l'état de droit au Congo? Moukiba est en prison, son sort n'est pas connu. C'est ça l'état de droit. Milinga de Barnabé a accompli plus de quart de sa peine, il ne bénéficie pas de la grâce. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Interdire à quelqu'un d'entrer visiter des prisonniers, c'est ça l'état de droit. La sécurité. Est-ce que M. Ndaïwel peut nous dire aujourd'hui qu'il y a la sécurité au Congo? Nous avons nos 145 territoires avec nous. Bounagan est sous la gestion de la tutelle congolaise? Non.
Les contextes changent lorsque les faits les suivent. Nous ne sommes pas en sécurité. Comment il va changer les contextes? Donc, moi, je ne me réponds pas dans le débat des titres. Je pense simplement que ces débats-là, déjà inopportunes, ne trouvent même pas de contexte pour son application. Très bien. On va évoluer cette fois-ci pour parler de la congolité. La loi Tchani, ou la proposition de loi Tchani qui refait surface. Elle a été inscrite parmi les matières à traiter au niveau de l'Assemblée nationale, qui a repris d'ailleurs de l'hémicycle depuis le septembre dernier. Jonathan Gbele, on se posera toujours la question de savoir quelle est l'opportunité de cette proposition de loi dans un pays où il y a énormément de défis à relever, mais vous avez quand même des députés qui trouvent mieux à se focaliser sur des questions qui ne vont pas apporter du bien-être à la population. Quelle est l'opportunité finalement de cette proposition de loi? Vous savez, je l'ai toujours dit, lorsqu'il faut analyser la question de la proposition de M. Vita, je pense... M. Vita, c'est qui? M. Tchani, c'est sa proposition. Mwadi Vita, voilà. Tchani, voilà. Je pense toujours que cette loi-là, c'est une loi ségrégationniste, une loi séparatiste, une loi qui évidemment n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la question de la congolité ou la question de la nationalité congolaise est déjà tranchée. Et c'est là à double niveau. La première, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo, qui parle de la nationalité. Qui est congolais et quel type de congolais est. Et il évolue encore. Il vous donne les conditions d'accessibilité. Aujourd'hui, lorsque l'on analyse la loi sur la nationalité de 2004, lorsqu'on analyse la Constitution, on s'interroge. Monsieur Tchani vous dit que pour être président, il faut être congolais d'origine. Voilà. Et la Constitution vous dit, par sa loi sectorielle, qui est la loi sur la nationalité, qui est congolais d'origine. On vous dit, ah, c'est celui qui est né sur le sol congolais, avec le ius solis. Il est congolais d'origine. C'est celui qui a un des parents congolais. C'est aussi un congolais d'origine. Et les troisièmes, ça m'échappe. Mais en réalité, lorsqu'on analyse les trois faits, on trouve qu'en réalité, il n'y a pas un problème. Celui qui viendra dire, je suis candidat à président de la République, on lui posera la question de la Constitution, qui dira oui, et pour être candidat à président de la République, il faut être congolais d'origine. Et qui l'est? C'est celui qui est né sur le sol congolais, qui est un des parents congolais. Et la preuve de la nationalité congolaise, c'est les certificats de nationalité. Et la personne qui les produira sera en droit de concourir à X ou Y fonction. Donc en réalité, la substance même est partie. Mais comme on éprouve la haine contre une personne qui peut-être est beaucoup plus efficace que eux, on décide de sectorialiser ou personnaliser une loi qui, du reste, devrait avoir un caractère généraliste et opposable à tous. Et même celui qui la porte a difficile à la défendre. Il préfère plutôt se victimiser. Et je pense même que pour les rares de fois, nous allons quand même assister à un spectacle intéressant de la part de nos élus. Je ne sais pas s'ils sont nos élus ou ils sont les élus des Nanga, qui, dans mon humble avis, ils vont faire comme ils l'ont fait précédemment dans les sessions, ils vont la boycotter. Pourquoi? Parce que ce pacte républicain que nous avons scellé au travers de Sun City, au travers de 2004, au travers de 2006 par notre constitution, nous n'allons pas la briser pour plaire à un monsieur qui, du reste, n'a rien apporté pour la République. Il n'y a même pas une école construite par lui plutôt. Même pas une école. Et c'est ces messieurs-là qui vont donner des leçons de gouvernance. Et qui vont vouloir à ce qu'on écarte les meilleurs, qui du reste ont travaillé pour ces pays. Il travaille aussi pour... Et continue à travailler. Il est professeur d'université, il enseigne, il forme
les jeunes. Vous savez, la profession d'enseignant, c'est une profession de vocation. Et celui qui a une vocation, en réalité, doit le faire de manière bénévole. Hein. En réalité. Tu ne demanderas pas à un prêtre de prier pour toi et puis après tu lui payes. Non. Je pense comme ça, moi, de l'enseignement. C'est une vocation. Mais on parle là de la contribution à l'évolution de la nation. De par vos actes. Oui, vous allez former l'élite. Mais cette élite-là, en rentrant, il peut tomber malade. Cette élite-là, en rentrant, il posera la question, quelle est son expérience pour le pays? Il a travaillé où au Congo? C'est ça la grande question. Moi, je pense que nos élus ne vont pas considérer cette proposition. Parce que c'est une proposition de loi qui va diviser les peuples. Et nous ne souhaitons pas arriver là. Nous devons conserver ce que nous avons. Et nous battre pour récupérer ce que nous avons perdu. Nous ne devons pas créer plus de tiraillements à l'interne que la paix. Très bien. On évolue pour parler cette fois-ci du processus électoral. D'abord, cette révélation de la CENI par le biais de son président, Denis Kadima, qui a fait savoir qu'actuellement la CENI rencontre énormément de difficultés sur le plan financier et cette institution est même obligée de recourir à des prêts au niveau des banques. Pensez-vous qu'avec tout ça, on aura les élections dans le délai? J'aimerais mieux comprendre ça à Lingala. Donc, c'est l'élection à Nyongo. Et ça, c'est sous la gestion de l'UDPS. Nous sommes partis d'où? Nous sommes partis des élections organisées sur fonds propres, sans endettement. Je dis bien sans endettement. Et aujourd'hui, nous allons sur des élections avec endettement. Demain, nous allons pas être surpris de voir des saisies sur les biens de l'État. Ça, c'est quelle république? Ça, c'est quelle gouvernance? Pourtant, il y a des jeunes gens à la recherche de l'argent qui passent à la télé pour vous dire nous avons maximisé les recettes de manière exponentielle. Nous avons une réserve de charge de temps. Monsieur. On a encore déposé une proposition de loi des finances estimée à 7... Un rêve encore de 16 milliards. Vous imaginez un peu? Nous venons de 14 milliards dont vous êtes en incapacité pour financer les élections. Des impayements aujourd'hui, ils sont obligés d'aller prêter. Mais vous allez à 16 milliards. Pour avoir quel taux de mobilisation? Pour avoir quelle clé de répartition? C'est ça les grandes questions. Mais aujourd'hui, nous l'avons dit, la stratégie pour la gouvernance actuelle, c'était de nous contraindre à boycotter les élections. Mais nous avons dit, nous n'allons pas nous boycotter les élections. Nous allons faire ces élections. Et pour nous, la date ultime, c'est le mois de décembre. Mais voilà la qualité des élections qu'ils veulent nous donner. Des élections où les désordres vont primer. Des élections où la fraude va régner. Des élections où les dictats politiques vont commander. Est-ce que vous n'êtes pas un prophète des malheurs? Vous imaginez quelqu'un qui vous prête comme ça 30 millions de dollars et que cette personne a demandé à un député, vous n'allez pas lui donner? C'est juste une question. Hein? Ma banque vous donne 30 millions de dollars. Non, mais toutes les banques ici n'appartiennent pas au Congo. J'arrive. Je vais vous donner des cas. banques tenues par des Je vous donne des cas. Je vais vous donner des cas. Est-ce que vous savez qu'ici, nous avons des députés façonnés par des Indo-Pakistanais? C'est-à-dire? Des compatriotes congolais qui ont été financés et ils sont aujourd'hui parlementaires. Qui, par exemple? Je ne vous donnerai pas des noms. Vous êtes journaliste, vous devez enquêter. Mais la réalité, c'est lesquelles? Ces entreprises financières ont des personnes, ils ont des connaissances, ils ont des parapluies, s'il faut le dire comme ça. Ils ont des conseillers. Si son conseiller postule et que son DG vous donne des moyens, il ne peut pas plaider les services pour son unique élection. Nous allons nous sous-traiter nos élections. C'est ce qu'il faut dire au peuple. Nous voulons nous sous-traiter nos élections. Alors que nous avons un budget de 14 milliards, mais nous voulons aussi sous-traiter les élections. C'est méchant. C'est que l'UDPS fait subir au pays. C'est méchant. Est-ce que la faute vient au régime ou
crise internationale qui frappe pratiquement tous les pays. Le président l'a dit dans sa récente sortie médiatique, je pense. Le pays va mal parce qu'en réalité, nous avons des gens qui ne sont pas à même de mieux gérer. Et l'UDPS dans son ensemble nous plonge dans ces circonstances. M. Kazadi, ministre UDPS, c'est lui l'argentier de la République. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi la CENI va aller prêter de l'argent alors qu'il, lui, a des réserves de manière débordante? Alors que lui a de quoi mobiliser pour décaisser. C'est ça la question. Mais comment le ministère du budget est détenu par la coalition UDPS Union Sacrée? UDPS UNC. Non, j'ai dit UDPS Union Sacrée. Parce que leur vice-ministre du budget est de l'Union Sacrée. Parti très proche à l'UDPS. Et le ministre du budget est UNC. Donc c'est eux. Donc déjà dans la planification, ils pêchent. Dans l'ordonnancement, ils pêchent. Et dans le décaissement, c'est encore un problème. Mais comment expliquez-vous ces contrastes? On nous vante matin, midi, soir, les réserves d'échange, le budget qu'on sort, la maximisation des recettes. Comment expliquez-vous la difficulté qu'on a aujourd'hui à financer la CENI afin de tenir ces différentes opérations? Parce qu'en réalité, ils ont menti. Et leur mensonge les a rattrapés. À beau mentir, il en restera toujours un. C'est fait ça la réalité. Ils nous ont tellement menti qu'aujourd'hui ils sont rattrapés par la réalité. Et la réalité, c'est le factuel. Vous avez des réserves, utilisez-le comme vous l'avez fait pour 100 jours pour la CENI. Mais s'il ne peut pas utiliser pour la CENI, c'est qu'en réalité, ça n'existe pas. La question que je me pose, et je vous la pose aussi, est-ce que le gouvernement est au courant des différents prêts bancaires réalisés par la CENI? À coup sûr, oui. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il manque, il demande. Et une autre question, quelle est même, est-ce que la loi autorise à la CENI de procéder à des prêts au niveau des banques? Oui, c'est une institution autonome. Elle est dotée d'une personnalité juridique. Elle peut prêter. Elle a des immobiliers, elle a des biens. Elle peut le faire. Mais plus grave encore, beaucoup ne nous ont pas cru. Nous avons dit que ceux qui nous ont amené le vocable Kadiocha ici, c'est l'UDPS. Et aujourd'hui, ils appliquent les Kadiocha. Mensonges. Et même au niveau de l'État, on applique les mensonges étatiques. Nous avons des réserves, mais la CENI emprunte. Nous avons des réserves, mais nous avons des fonctionnaires impayés. Nous avons un budget de 14 milliards, mais les fonctionnaires impayés. La CENI emprunte. Donc le Kadiocha vit à temps plein au Congo, grâce à l'UDPS. C'est quand même grave ça. Il faille que nous puissions tout faire pour qu'au mois de décembre, ces gens partent. Toujours au chapitre des élections, ça se raconte depuis un moment que Martin Fayulu serait tenté de déposer sa candidature à la présidentielle, et cette question serait même à la base de la division de son parti, le CID. Nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un proche de Martin Fayulu. Est-ce que ce qui se raconte sur la toile est vrai ou faux? Déjà, il faut dire que la division, vous ne la verrez pas. Parce que c'est ce que c'est de l'Union Sacrée professe, hein, chaque jour. Vous ne l'aurez pas. C'est le premier élément. Le second, c'est que nous n'avons jamais, nous, et là je me permets de parler au nom du président, il n'a jamais dit qu'il boycottait ces processus. La preuve, c'est que le président nous a demandé à nous enrôler en dépit de l'État. Mais vous a interdit de déposer vos candidatures. J'arrive. Aux législatives nationales et provinciales. J'arrive. Nous nous sommes fait enrôler. Et nous avons même mis en place une coalition électorale de la Moukra qu'on appelle la COEL, qui a pour mission de surveiller le processus, établir sur les ambitions et les enjeux. Et ce travail, nous l'avons fait coup sur coup pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, il ne serait pas cohérent pour nous de ne pas aller aux élections. Comment ça? J'arrive. Allez-y. Mais je demanderai à mon peuple de prendre beaucoup plus de patience. Le dépôt de candidature pour la présidentielle, c'est clôture au 8 octobre. Nous sommes au 22. La coalition La Mouka est en train de travailler. J'arrive.
Et le président Martin vous donnera la position sous peu. Mais sa position est connue déjà. J'aimerais pas. Et ça c'est prendre beaucoup de risques lorsque vous disiez que vous affirmez que sa position est connue. Mais sa position est connue. C'est beaucoup de risques. Il a refusé à certains, bon, on va dire comme ça, il a refusé à ce que son parti politique puisse s'aligner des candidats. Mais au nom de quoi lui-même va postuler comme président public. Le président Martin n'a pas refusé que nous puissions aligner. Mais pourquoi nous avons simplement suspendu les dépôts qui a quitté les idées. J'arrive. Nous avons suspendu les dépôts de candidats. C'est ce qu'il faut dire à la population. Donc, la suspension n'égale pas le retrait. Donc, cette suspension ne concernait que les militants et cadres de l'ESID. Non. Et Martin Fayulu était exempté. Non. Il y a même des alliés. Il y a même des alliés qui ont endossé cette décision. Ça, il faut dire ça au peuple. Mais dire que le président a décidé de boycotter, c'est faux. Non, moi je n'ai pas parlé de boycott. Il a décidé de ne pas déposer. Oui. C'est encore très faux. Comme ça. Parce que l'interview est virale. Il a dit nous suspendons. Donc c'est un peu comme si nous allions déposer, mais en cours de chemin, on dit non, on rentre, on suspend d'abord. Mais on peut revenir. Mais il faut déjà faire cette démarcation de la suspension. Vous allez revenir de quelle manière? Le calendrier de la CENI a évolué. On a dépassé les dépôts de candidature pour les comptes des députés provinciaux et nationaux. Il ne reste que les candidats présidents de la République. Alors comment comptez-vous revenir encore dans la bataille? Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de patienter. Les jours à venir nous donneront des réponses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent spéculer dans tous les sens. Un peu comme le véhicule actuellement, les journalistes pro-UDPS. Nous avons boycotté, les présidents boycottés. Personne ne peut le prouver. J'arrive encore. J'arrive. Le président ne sera pas candidat. Le président sera candidat. Attendez l'écouter. Attendez le voir parler, opiner sur la question. Et vous aurez toutes vos réponses. Et c'est là dans peu de temps. On ne peut pas avoir défendu la cause d'un peuple pendant plus de 5 ans et l'abandonner lorsqu'on va arriver à la tunnel. Non. Non, mais attendez, Jonathan. Vos revendications n'ont jamais été prises en compte par la CENI. Alors, au nom de quoi comptez-vous encore étudier ce qui se passe ou ce qui est organisé par la même CENI? Je vais vous dire une chose. Nos revendications, plutôt nos réclamations, n'ont jamais obtenu gain de cause jusque-là. Exactement. Ça, c'est une démarcation. Jusqu'à la minute où nous enregistrons cette émission. Peut-être que demain, Nanga Junior reviendra. Lorsque nous l'avons dit, et je crois l'avoir dit ici, que les services que nous offre cette centrale-là, c'était vraiment un service d'amateur, vous n'avez pas cru. Mais aujourd'hui, il y a un des secrétaires qui s'est vu être congédié parce qu'on a récemment compris qu'il était amateur. Bon, on espère qu'il va revenir. Hein? Mais lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va nous produire des bonnes cartes? Est-ce qu'il va récemment nous enlever l'échographie qu'on a là-bas? C'est aussi ça une question. Donc le processus, nous la contrôlons. Et nos revendications, jusqu'à ce moment, n'ont pas obtenu gain de cause. Mais ce n'est pas parce que M. Nanga ne veut pas nous écouter que nous abandonnons. Nous continuons. Et les jours qui viennent, vous allez avoir des réponses. Et vous allez continuer malgré tout ce que vous décriez. Nous sommes dans un combat noble. Mais n'est-ce pas de la versatilité? Nous sommes dans un combat vrai. De quelle versatilité vous faites allusion? Il n'y a pas eu audit du fichier électoral, mais vous décidez quand même d'aller au... Il n'y a pas eu audit aux élections seules. Il n'y a pas eu en privant aux épées consorts de postuler comme candidat de députés nationaux provinciaux. Je vais vous dire, jusque là on n'a pas audité. Mais on va auditer ces fichiers-là. Et votre position alors? On va auditer. Faites comme le FCC. Nous n'allons pas être là pour constater la forfaiture de 2023 pour l'UDPS. Quelle marge de manœuvre pour empêcher que cette forfaiture, selon vous, devienne effective? Nous avons le contrôle citoyen à l'interne et nous avons l'article 64. Les contrôles citoyens à l'interne. Un article qui n'a jamais été d'application. C'est parce qu'on l'a pas. On a commencé à le brandir depuis 2016. On est aujourd'hui en 2023. On n'a jamais vu grand-chose. Depuis 2016, on a eu difficile à les déverrouiller. Mais nous allons les déverrouiller. Prenez rendez-vous avec l'histoire. Écrivez. Alors, les temps à venir, les jours à venir,
vous donnera des réponses. Que le public retienne quoi à propos de la candidature ou non de Martin Fayulu? Que le public, la population congolaise, l'ensemble de ces 62% de votants, parce qu'il faut le dire, nous avons été vainqueurs avec plus de 62% de ces compatriotes congolais qui attendent évolué dans votre discours, élire le président Martin. Prenez patience. Le président va très bientôt fixer l'opinion. Et rassurez-vous, il ne prendra pas une position qui va à la défaveur de vos intérêts. Il prendra une position qui va dans la sauvegarde et la préservation de vos intérêts. Très bien, on va terminer cette émission. Il y a quand même une question qui suscite de la polémique au niveau de l'opinion, c'est la publication pour la deuxième fois des résultats des examens d'État. Il est connu de tous qu'on publie une seule fois les résultats des examens. Mais pour la première fois, moi personnellement, j'ai été surpris hier de voir à travers la ville des jeunes, des nouveaux diplômés. Alors que parmi eux, il y a des élèves qui avaient déjà repris le chemin de l'école. Et à en croire l'explication qui a été fournie par la cellule des communications du ministère de l'EPST, parmi ces élèves, il y a certains qui avaient utilisé le code 2022 pour vérifier leurs résultats, alors qu'il y avait un code 2023 déjà disponible et mis à jour. Comment expliquez-vous à ce jour ce qui vient de se passer? Vous savez, le code est donné aux finalistes avant même le début des épreuves hors session. On nous obligeait en ce temps-là de les retenir par tête. Moi, j'ai mon code jusqu'à présent. C'était 14 chiffres, je crois. Ouais. Moi, j'ai le mien. Vous n'allez pas me faire comprendre, moi, que ces finalistes qui ont utilisé ces codes depuis les épreuves hors session ne savaient pas que c'était le code 2022. En lieu de 23. Est-ce que c'est le même code à 14 chiffres ou on a inventé un autre code? C'est ça la question. C'est très faux comme argument. Mais pour une première fois, l'IDPS nous offre les recours pour l'examen d'État. C'est très grave. Lorsqu'on aura tout détruit, deux branches qu'on ne peut jamais détruire dans une nation. Certains même parlent de 3. Il y a la justice et l'éducation. D'autres ajoutent la sécurité. L'IDPS joue avec l'avenir de cette nation. L'IDPS blague avec l'éducation de ces peuples. On ne peut pas accepter. Moi, là où j'habite, il y a un petit qui avait échoué. C'est parmi d'ailleurs les jeunes avec qui j'échange souvent. Hier, il est venu. Maître Nazui. Je lui pose la question, mais j'étais consolé il n'y a pas longtemps. Comment ça s'est passé? Oh non, pour moi, il s'est sauté là. C'est qu'on a bêté. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Et les codes anciennes qu'eux ont utilisés devaient prendre plus d'une semaine pour seulement les retaper à nouveau. J'ai un mauvais code, communiquez-moi un nouveau et je les tape sur place. Il a tapé un mauvais, où ils disent qu'ils ont néant. Voilà. Vous l'accordez 2 semaines, il vient retaper un nouveau code et il a réussi. Monsieur. Est-ce que c'est le même code à 14 chiffres où les choses ont évolué? Voilà pourquoi ils ne sont pas en mesure. Voilà pourquoi ils n'ont pas été en mesure de nous le prouver. J'ai même suivi l'intervention d'un des responsables dans une radio de la place. Il ne sait même pas me dire si c'est eux qui ont communiqué le nouveau code ou pas. Et puis encore, les codes en question, on les donne quand? On les donne en amont. Avant même le début des épreuves, hors session. C'est carrément inimaginable que quelqu'un ait un code après 2 semaines de la proclamation et que ce soit un nouveau. C'est pratiquement impossible. L'IDPS a déçu. Qui s'est réussi, il a dit dans son tweet, quand on a publié pour la première fois, le taux total des réussites pour la province était de 33%. On a introduit nos recours, on s'est battu et aujourd'hui on a atteint 87% du taux total des réussites. Est-ce qu'on va construire ces pays en bafouant le secteur éducatif? Vous savez, on va appeler ces diplômes « Merci Antoine ». Merci Antoine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est... Comment, je ne sais pas si je vais appeler ça repêchage ou je vais appeler ça césarienne.
C'est pour la campagne électorale. C'est triste. Hypothéquer l'éducation de nos enfants, de nos frères, pour des besoins politiciens, c'est méchant. C'est pourquoi moi je l'ai dit. Il avait pris les cours à l'école parce qu'il avait... Il a même payé la compte de frais, oui. Il a payé les fournitures. Et aujourd'hui, il doit aller à l'université. Tombeau les soirs. Il doit aller à l'université. Merci bite. C'est pas possible. Vous savez, les gens de l'UDP sont méchants, Hervé. Ils sont très méchants. Ils ont détruit notre sécurité. Ils ont détruit notre social. Ils ont détruit notre justice. Et ils viennent de détruire notre éducation. Rendez-vous avec l'histoire. Jonathan Mbele, merci de votre disponibilité. Merci à vous également. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros de Perfect Actu. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.